Chloé Beauvalet, bonjour. Bonjour. Merci de faire l'amitié aux auditeurs de Chers Clients, de venir leur parler de votre entreprise et de la relation client au sein de cette entreprise, qui est une entreprise que tout le monde connaît, qui est le PMU. C'est ça. Et vous êtes la directrice du service client, mais peut-être avant de parler du PMU, parlons de votre parcours. Comment vous êtes arrivé à ce poste, quand et par quel chemin? Alors, je suis arrivée à ce poste il y a 1 an et demi, au mois d'août 2011. Comme beaucoup, je ne suis pas née dans le service client. J'ai commencé par la communication. Et puis, après 4-5 années dans le conseil en communication, j'ai rejoint le groupe Canal+, où j'ai toujours travaillé autour des problématiques clients, fidélisation, rétention, service client France et marketing relationnel à l'international et dans l'outre-mer. Donc 4 postes différents, 11 années d'expérience autour des problématiques liées aux clients. Et puis le PMU a fait l'honneur de venir me solliciter il y a 1 an et demi maintenant. Et donc je les ai rejoints pour créer la direction service client. On quitte une entreprise comme Canal+. Au bout de 11 ans, on quitte une entreprise comme Canal+. D'accord. Pour de belles aventures au PMU. Alors qu'est-ce qui vous a plu dans cette aventure au PMU? Vous jouiez Non, j'étais pas joueuse. Ce qui m'a plu, c'est que c'est une création de direction, donc il y a vraiment une ambition du PMU de faire émerger le client à l'intérieur de l'entreprise. Donc voilà, il y a à la fois déjà une culture du client au sein de l'entreprise qui préexistait, et en même temps la volonté de passer à vitesse supérieure. Et donc clairement il y avait cette envie-là, et puis après c'était aussi une aventure humaine, le fait d'avoir à la main une direction qui gère l'ensemble du service client et qu'il faut amener à une nouvelle étape de maturité. Donc un challenge personnel d'abord, c'est ça qui vous a tenté, c'est l'idée de partir, ce n'était pas une page blanche, il y avait quand même... Ah non, c'est pas du tout une page blanche. J'ai remarqué qu'ils avaient des clients au PMU, avant que vous arriviez. Oui, même ils l'ont toujours su, il y a toujours eu un service clientèle au PMU, qui était plutôt positionné sur le traitement des réclamations clients historiquement, donc des clients des points de vente, qui en fait a grandi avec d'autres départements qui s'occupaient de la prise de paris à distance et de la gestion des demandes d'information et des réclamations liées à cette prise de paris à distance. Et puis en fait quand moi je suis arrivée, ça faisait déjà presque 1 an et demi qu'ils avaient fusionné 3 entités qui faisaient du service client chacun à sa façon sur des cibles différentes pour créer un service client qui appartenait à la direction des ventes directes. Et avec mon arrivée, on l'a fait émerger pour devenir une direction dédiée au service client. Alors, question classique, à qui êtes-vous rattaché? Au directeur des réseaux commerciaux. D'accord. Qui est lui-même rattaché au directeur général. D'accord. Et à les réseaux commerciaux, il y a quoi d'autre comme réseau? Il y a des réseaux non commerciaux? Non, enfin, les réseaux commerciaux, c'est qu'il y a l'ensemble des réseaux, donc c'est avant tout voilà, les points de vente, les points de vente qu'on... J'appelle ça des guichets, c'est pas comme ça que ça s'appelle. On appelle ça des points de vente. Des points de vente, voilà. D'accord. Il y a des points de vente qui sont tenus par des titulaires qui ne sont pas des salariés PMU, puis on a des points de vente en propre qui sont à Paris les espaces courses et en province, en région, les PMU City. Il y en a combien? Il y en a un peu plus de 11 000. 11 000 points de vente. Et quelles sont les relations que vous avez comment entrez-vous en contact avec vos clients, avec vos prospects aussi, et vous parlez de quoi? En fait, il y a vraiment 2 sujets. Il y a le parieur en point de vente qui a une relation anonyme au PMU, puisqu'il parie dans son point de vente et nous, on n'a pas forcément d'informations sur qui il est, etc. Dans ces cas-là, la relation elle est vraiment incarnée par le titulaire du point de vente. Et finalement, le premier visage du PMU, c'est le restaurateur ou le patron du café ou de la presse. Et puis, donc ça, en général, vraiment la relation, elle est avec eux. Et quand ils vont s'adresser au service client, ça va être principalement pour des questions ou des réclamations. Des questions sur le jeu, pourquoi j'ai gagné, pourquoi j'ai pas gagné, pourquoi ça s'est passé comme ça. Donc on va généralement avoir des questions assez pointues, voire très pointues. Parce que c'est des questions auxquelles ils n'ont pas eu de réponse dans le point de vente. Exactement. Alors que le point de vente, c'est plutôt le spécialiste du truc, et s'il ne peut pas répondre, c'est le point de vente ou la communauté des autres parieurs qui étaient présents dans le point de vente, qui pourraient leur apporter la réponse d'ailleurs. D'accord, oui. Donc on est plutôt du niveau 2, où voilà, quand il n'a pas trouvé la réponse là, il va se tourner vers nous. Donc c'est des tout petits flux par rapport à un nombre de parieurs qui est de l'ordre de 6 millions, donc beaucoup de clients, mais très peu de contacts avec eux. Des 6 millions qui jouent régulièrement. Qui jouent au moins une fois dans l'année. Donc après, il y a des gens qui jouent énormément et d'autres qui jouent peu, mais effectivement... Et vous avez une courbe de Gauss, j'imagine, avec des gens qui jouent une fois et des gens qui jouent tous les jours. Mais
Mais c'est vrai que sur la population des parieurs en point de vente, on a des transactions qu'on ne sait pas forcément rattacher à des individus. D'accord, oui. Voilà, ça dépend. Après, il y a la possibilité de parier sur carte, et dans ces cas-là, on a cette possibilité, mais c'est quand même pas la majorité de nos clients. Puis après, il y a une autre typologie qui est vraiment les parieurs en ligne. Et là, l'autorité de régulation des jeux en ligne oblige à un parcours pour ouvrir un compte, et donc on parie une fois qu'on est identifié. Le parcours n'est pas spécialement sexy, puisqu'il faut que le client nous donne sa carte d'identité et son RIB, de façon à ce qu'on puisse vérifier qu'il est majeur et qu'il détient un compte bancaire en France. Donc on va récupérer ces informations, les traiter, lui envoyer un code à son domicile par courrier, code qu'il devra ensuite saisir sur le web. Donc il change de canal, il nous envoie des documents qu'il faut qu'il scanne ou qu'il photographie. Donc c'est vrai que le parcours initial, enfin, la première relation qu'on a avec le client, elle est un peu chaotique par un parcours qui est volontairement imposé par l'autorité de régulation, comme un peu compliqué pour être sûr qu'on ne se met pas à jouer comme ça sur un coup de tête. Donc, et donc nous, à partir de, enfin, le gros finalement de la relation est vraiment lié à cette question de l'ouverture, de la gestion du compte, son approvisionnement, sa clôture le cas échéant, en tout cas toute la vie du compte. Et puis ensuite, marginalement, on va avoir des questions liées aux offres commerciales, les promotions. Voilà, j'ai un bonus, quand est-ce que je vais en bénéficier, pourquoi je n'en ai pas bénéficié. C'est quoi les offres commerciales? C'est l'offre de bienvenue par exemple au moment où on ouvre son compte, les offres de parrainage si on parraine. C'est quoi? C'est un peu d'argent mis sur le compte, un peu comme les gamins avec la caisse d'épargne quand ils naissent, on met un peu d'argent pour qu'ils puissent jouer? Alors ça peut être effectivement une bonification, on vous met un bonus, ça peut être un abondement, vous pariez tant, bah, nous on va abonder en plus. Enfin, il y a différentes typologies d'offres. Et donc voilà, alors on a effectivement un certain nombre de questions. Et puis après, on a les questions plus techniques. Alors technique vue du client, donc ça peut être un dysfonctionnement à un moment ou à un autre sur le site. Il y en a Dieu merci très peu, mais ça arrive. Et puis après, ça peut être de l'incompréhension technique. C'est-à-dire que c'est le client qui n'arrive pas à jouer pour une raison ou pour une autre. Et donc, vous avez des typologies, des clients qui sont... Est-ce que ça a changé le profil du joueur? Oui, probablement. À partir du moment où c'est devenu en ligne. En ligne on est forcément, j'imagine, sur des profils de gens peut-être plus débutants, qui ne voulaient pas se confronter à la communauté des experts dans les cafés, c'est ça un peu? Oui, il y a des gens plus débutants, il y a des gens plus technophiles aussi, parce qu'il faut qu'ils soient connectés tout simplement. Ouais. Il y a des gens qui ne le faisaient pas parce que en tout cas la vie du point de vente ou le passage dans un café ne faisait pas partie de leur quotidien, alors que d'aller sur Internet le faisait. Donc oui, on a clairement à la fois des gens qui étaient déjà, qui aimaient déjà le jeu, et puis il y a des gens qui sont complètement nouveaux et qui découvrent l'offre par le biais de l'offre en ligne. Alors vous êtes concerné par la densité des points de café, hôtels, restaurants, j'imagine, parce que si dans les milieux ruraux il en disparaît, parce que c'est une population qui se raréfie, si j'ai bien compris. En tout cas oui, enfin, nous on est plutôt en stratégie de densification, donc le réseau est plutôt en train de croître. La vraie question, pas chez les cafés, s'il y a de moins en moins de cafés. Dans la proportion effectivement entre les presses, les cafés, etc., ça peut se modifier. Mais en fait, d'un point de vue service client, la vraie question c'est est-ce que j'ai un point de vente à proximité de chez moi et quelle est la capacité de ce point de vente en termes de temps notamment, et pas seulement d'expertise, mais aussi de temps à passer avec moi pour m'expliquer ce qu'éventuellement je ne comprendrais pas. Et c'est là où nous on travaille en relais, un peu main dans la main, en disant au moment où le restaurateur ne sait plus répondre à la question du client, nous, on est capable de prendre le relais, d'accompagner le client, l'objectif étant de le laisser dans son point de vente pour qu'il continue à jouer, mais en tout cas de pouvoir jouer ce rôle pédagogique. C'est combien de personnes, le service client du PMU? Au total, c'est 120 personnes, moitié-moitié, interne-externe. D'accord. Et c'est 24-24, 7-7? Et c'est 8h30 fin des courses, donc fin des courses, c'est selon les jours, 22h, 23h15, après ça dépend de la fin de la course. Et donc samedi-dimanche? Samedi-dimanche, tout à fait. D'accord, c'est un travail de longue haleine. Et votre équipe, ce sont des experts les uns du poker, les autres des courses, ou c'est des gens qui utilisent surtout des bases de connaissances et c'est un peu, vous les formez spécialement à chacun dans un domaine? Comment vous avez organisé ça? La base de connaissances, elle a une semaine, donc elle D'accord. est toute neuve. On essaie de se mettre à la place du client, et un client, il n'est pas poker, sportif ou hippique, un client, il est client. Donc on essaie d'être les plus polyvalents possible. Ce qui n'empêche pas que pour des questions pointues, mais qui ne sont pas les gros volumes, on ait des experts qui sont un peu des référents. Donc on va dire normalement tout le monde est capable de répondre à quasiment toutes les questions. Puis après, s'il y a des questions compliquées, il y aura soit du transfert d'appels, soit on donnera en back-office à des gens l'information, enfin
plus de données pour qu'ils puissent traiter. Donc, on a aussi des pôles d'expertise. Et c'est principalement du contact par téléphone ou c'est aussi du chat, du mail Voilà, les il y a un quatre. peu de tout. Un peu de tout. Téléphone, courrier, chat, mail. Historiquement, c'était plutôt le téléphone en large majorité. Cette année, en 2012, c'est devenu équivalent entre le mail et le téléphone, notamment lié à la problématique que j'ai donnée tout à l'heure sur l'ouverture de compte, qui se fait majoritairement par mail. Enfin, un formulaire en fait, qui est disponible sur le site web. D'accord. Et la capitalisation de cette information sur les bases de connaissances, vous dites c'est tout nouveau ça. Alors, effectivement, le fait qu'on donne l'information sur une base de connaissances, évidemment, elle était partagée ailleurs, hein, c'était dans les fichiers des répertoires, mais là, maintenant, on a des bases de connaissances, effectivement, qui permettent d'améliorer l'information et l'homogénéité de l'information donnée aux conseillers. Et puis maintenant, le travail, c'est effectivement d'améliorer aussi l'aide pour le client final, de façon à ce qu'il puisse trouver son information 24/7 sur le site lui-même. Et donc, les deux grandes tendances actuelles, c'est la mobilité et les réseaux sociaux. Oui. Vous êtes concerné, j'imagine, par les deux sujets. Donc, il y a une page Facebook. Il y a des pages Facebook. Des pages Facebook. Tout à fait. Hippie Poker Sportif, plus corporate. Il y a un fil Twitter. Donc, oui, on est déjà sur les réseaux sociaux. On avait plus une activité marketing et communication. On commence à y aller d'un point de vue service client, de façon à pouvoir répondre aux questions des parieurs directement sur les réseaux sociaux. Moi, j'y vois un intérêt, notamment sur le fait qu'on a une attente très forte de nos clients sur le temps réel. Ce qui rend dingue nos clients, c'est quand ils sont empêchés de jouer. Voilà. Le reste, la relation est très, très calme et très positive et très souriante. En revanche, quand ils ne peuvent pas jouer, ça les rend furieux. Et plus on va être capable, en temps réel, d'informer en disant voilà, là on sait, il y a un problème, on est en train de le résoudre, vous inquiétez pas, on est dessus. Tout de suite, ça rassure le client. Il sait que ce n'est pas lui tout seul dans son coin, mais que ça peut être aussi d'autres clients. Moi, je crois beaucoup à cette capacité qu'on va avoir à éviter d'embêter le client qui finalement se retrouve à devoir nous contacter pour dire je comprends pas, ça marche pas. Et voilà, d'aller au-devant du client pour lui donner l'information. Et c'est, je pense, en ce sens qu'on peut vraiment utiliser les réseaux sociaux. Et les mobiles, pareil. Alors les encore mobiles, plus immédiateté, il faut tout de suite, j'imagine. Les mobiles, en fait, le PMU avait été précurseur sur la prise de paris sur mobile. Donc c'est quelque chose qui existe déjà, mais qui avait une dimension plus transactionnelle qu'autre chose. Donc on travaille, nous, à trouver une bonne ergonomie pour rajouter des fonctionnalités de service client sur des interfaces qui sont vraiment pensées pour la prise de paris. Donc, mais aujourd'hui, on est vraiment sur une amélioration de l'accès au service client, sachant qu'on a la chance d'avoir des clients qui sont aujourd'hui très satisfaits déjà de ce qu'on fait. Parce que, à niveau d'exigence, des applications. Il y a les deux, en fait. Il y a les deux. Ouais, il y a les deux. Une entreprise moderne. Oui, mais effectivement, qui était, je pense, très innovante en matière d'expérience client transactionnelle, et sur lequel il faut maintenant qu'on arrive à passer à du vrai relationnel. Et le passage de l'un à l'autre, c'est un travail qui n'est pas juste dans mon équipe, moi, service client, mais c'est du prosélytisme pour faire la tarte à la crème de toutes les entreprises, mettre le client au cœur de l'entreprise. Mais voilà, c'est aussi pouvoir penser client et pas uniquement dans la fonction de prise de pari en tant que tel. C'est avant tout un enjeu RH ou un enjeu technique? Tout. Les deux? Moi, je dirais avant tout RH. Ouais. Je pense que c'est beaucoup de la conduite du changement, c'est beaucoup de l'explication, de la pédagogie, de la compréhension aussi que nous ne sommes pas en bout de course la poubelle où se déversent les réclamations des clients, mais qu'on est bien un maillon de l'expérience client et qu'on vient pour les uns au début, pour les autres à la fin, pour les autres au milieu, et que nous n'avons de sens que si nous sommes exploités par les autres maillons de l'expérience client comme un porte-parole finalement de ce qui insatisfait le client, ou en tout cas ce qui lui complique la vie. Et je pense que vraiment le retour sur investissement du service client, il n'est pas à l'intérieur du service client, enfin, on peut toujours essayer de le faire en satisfaisant, en traitant mieux, en évitant les contacts, enfin, voilà. Mais que le vrai intérêt, c'est de se dire, voilà, finalement le client à ce moment-là, qu'est-ce qu'il raconte et en quoi ça m'oblige à repenser tel process, telle offre, telle ergonomie, tel outil, etc. Après l'outil, bah oui, s'il est là, c'est mieux. Moi, je vois les conseillers, ce qui est compliqué, c'est qu'on est effectivement sur 3 offres. Des clients qui, pour eux, pensent PMU et qui ne se posent pas la question de savoir si on est poker, hippique ou sportif. Et donc, l'importance pour nous de donner une impression de très grande simplicité et de maîtrise d'un nombre d'outils en fait en back-office qui est quand même relativement important. C'est vrai que c'est pas simple. J'ai 2 autres questions. L'avenir, qu'est-ce qui va changer? Vous avez
diversifié votre offre, vous avez élargi et changé la nature de vos points de vente. Le prochain enjeu, ce sera quoi? Alors, le client. Je vais parler pour ma paroisse. Non, je crois beaucoup effectivement à une façon de penser les choses qui se modifie pour passer, c'est un peu à la mode, mais pour passer du multicanal au cross-canal. C'est vraiment se dire, la vision du client, elle n'est pas par périmètre organisationnel de l'entreprise. Et moralité, ça nous oblige à travailler différemment ensemble. Et ce que je disais tout à l'heure, le client, pour lui, le PMU, c'est un être unique. Donc finalement, qui s'adresse à un point de vente, qu'il aille sur le site web, qu'il appelle pour une réclamation, c'est complètement indifférent. Il a l'impression que chaque individu qui représente le PMU est le PMU. C'est la personne morale? C'est la personne morale, ouais. Mais il y a un côté presque omniscient de chaque conseiller. Et ce que je trouve, moi, en termes justement de vision d'avenir, c'est cette capacité que j'espère qu'on aura, en tout cas qu'on est en train d'acquérir, de vraiment inverser les choses pour les regarder, non plus du prisme de comment on peut faire pour servir telle attente, mais de partir de l'attente en se disant maintenant, voilà, rebattons les cartes à l'intérieur de l'entreprise pour essayer d'y répondre du mieux possible. Et quand vous comparez vos deux expériences, celle d'avant et celle-ci, qu'est-ce qui vous a le plus surpris je sais pas, qu'est-ce que vous avez remarqué, qu'est-ce qui vous a frappé entre une approche dans la télé et une approche dans la relation client dans le domaine des paris? C'est quoi la grande différence? Je dirais ce qui m'a le plus surprise et ce qui me surprend toujours le plus finalement en matière de service client, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de différence. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de secret industriel en matière de service client. On a tous l'ambition de faire la même chose, à savoir être accessible, avoir des réponses justes, pertinentes, cohérentes selon les points de contact, être proactif vis-à-vis du client pour résoudre ses problèmes, capitaliser sur l'opportunité de prise de parole avec le client pour améliorer l'expérience client au global et repenser le... Tout ça, on le fait tous. La vraie question, en tout cas, on a l'ambition de le faire. La vraie question après, c'est qui le fait réellement, concrètement, et est-ce qu'on arrive réellement à le décliner opérationnellement sur le terrain, entre les équipes, parce que en fait, c'est sacrément bouleversant de se mettre du point de vue du client. On le fait finalement, c'est du pur bon sens, mais quand on veut le mettre réellement en musique à l'intérieur de l'entreprise, c'est toujours compliqué, et finalement, je trouve que très rares sont les entreprises qui se sont tout de suite pensées vues du client. En général, une entreprise, elle se crée avec une idée de produit, et puis un jour, elle se dit « Ah, il y a un client, alors elle rajoute un service client », et puis après, elle se dit « Ah ben ouais, mais ce service client, quitte à l'avoir et puis à investir dedans, je vais essayer d'en faire quelque chose et de le rentabiliser. » Finalement, le mouvement, ce que j'appelle moi la révolution copernicienne, à un moment, c'est pas le client qui tourne autour de la marque, c'est la marque qui tourne autour du client. C'est un peu douloureux, c'est un peu compliqué. Il y en a quelques-uns qui l'ont tout de suite pensé, il y a quelques marques qui ont fait ce chemin dans le bon sens, entre guillemets. Vous pensez à qui? Il y a des gens, il y a des petites banques qui s'appellent Monabank qui l'a pensé tout de suite. Il y a des gens qui ont réussi à le penser au moment où ils se sont créés, comme IDTGV, comme Nespresso, qui à un moment, quand le produit existait sous une autre forme, mais à un moment, ils se disent le TGV c'est intéressant parce que c'est effectivement... IDTGV c'est que du marketing. Je pars des enquêtes de satisfaction du client, je ne fais que du market et je pense mon offre uniquement pour ça. Donc il y en a, mais finalement c'est rare la plupart du temps. On a le produit. Puis on essaye de faire en sorte d'améliorer ensuite l'expérience du produit. Puis on se dit, quitte à améliorer l'expérience du produit, travaillons à la relation, et puis hop, on remonte. Et puis il n'y a pas forcément la nécessité non plus. Le produit peut faire la différence à soi tout seul. Et après d'arriver côté service client en disant, on va aussi faire de la différenciation concurrentielle par le produit, c'est plus ou moins audible. Parce que... le plus important, c'est quand même le produit. On dit, oui, on est bien d'accord. Forcément, si le produit est nul, la question ne se posera pas. Oui. Et donc, pour répondre à votre question, je pense qu'il me surprend le plus, mais ça m'avait déjà surpris quand je suis passée de Canal+ France au marketing relationnel sur les différents pays,
les points communs entre le Vietnam, l'Afrique, la Pologne ou les Antilles sont plus importants que les points de différence. Finalement, que j'ai des problèmes techniques parce qu'il y a une tempête de sable ou parce qu'il y a du givre, ouais, j'ai des problèmes techniques. Donc, et là, de la même façon, je pense qu'on a un peu les mêmes sujets. Après, la différence, je pense, au PMU, c'est la chance d'avoir déjà une culture client qui préexistait de façon très forte et en même temps un chemin à parcourir qui reste très important. Donc un socle théorique qui est là, et puis maintenant, il n'y a plus qu'à. Mais il peut y avoir aussi une différence probablement entre à la fois les types de clients, les profils de clients et la nature du produit, qui induit une relation différente. On n'a pas la même relation avec un produit très affectif, une voiture, une robe et un paquet de lessive, probablement. Donc je pense que parler de paris sportif, qui est quelque chose de l'ordre assez intime sur des motivations, des espoirs, etc. Et puis des produits culturels ou pseudo-culturels de la télévision payante, il y a des points de convergence qui sont le fait de se sentir frustré de ne pas pouvoir consommer, c'est-à-dire que je veux regarder le match de football et mon truc ne marche pas, je deviens dingue, et là je voudrais parier sur cette course et je ne veux pas parier, etc. Donc là on sent une similitude, mais après probablement on a un rapport différent avec des profils de personnes différentes qui vont peut-être prendre plus de recul. C'est aussi la part dans le budget, il y a une part aussi de ce que ça représente. Bon. Donc je pense qu'il y a tout ça qui fait que d'abord, des marques dépensent plus ou moins dans la relation client selon le degré d'importance pour le consommateur qui est en face, j'imagine. Oui, alors en termes de différence de clients, clairement, on n'est pas sur les mêmes profils de clients. Même si on a 6,5 millions de clients chez Canal comme au PMU, donc en termes de volume c'est les mêmes, après en termes de catégories socio-professionnelles ce ne sont pas les mêmes, clairement. Voilà, oui. Donc c'est vrai que ça change. Ceci dit, alors le point commun il est là où vous le disiez, effectivement, l'empêchement de regarder le match, c'est la passion en fait. Dans les deux cas on a une marque très forte, donc un attachement très affectif à une marque très forte. Je trouve moi, ce qui est très différent, c'est au PMU, la satisfaction médiane, d'abord elle est très large, c'est-à-dire qu'on a vraiment 90% des contacts sur lesquels on a un niveau de satisfaction qui est bon, une relation très courtoise, plutôt des questions administratives ou d'information pure. Il ne se passe pas grand-chose, mais c'est plutôt positif et souriant. Et en revanche, des extrêmes, et pas uniquement un extrême négatif, des extrêmes qui sont complètement incroyables, volcaniques, mais volcanique aussi bien dans le négatif que dans le positif. Et ça, pour moi, c'est très spécifique au PMU. C'est-à-dire que dans le négatif, ça peut être catastrophique. C'est-à-dire qu'on va avoir des gens qui nous insultent, qui nous menacent, enfin, qui vont vraiment très très loin, qui s'emportent, quitte à nous recontacter derrière pour dire « bon, je suis désolée, je me suis emportée ». Mais parce qu'effectivement, ça les rend dingues. J'ai des 4 as dans la main et je ne peux pas jouer, donc ça les rend fous furieux. Mais inversement, des gens qui nous appellent uniquement pour nous dire merci, pour nous remercier, enfin, pour partager leur joie, pour raconter des expériences, et quelquefois sur des petites choses, c'est-à-dire ce que vous disiez, le rapport à l'enjeu et au gain est extrêmement différent selon les gens. Il y a des gens qui vont miser 10 000 €, ça va être très peu d'argent pour eux. Il y a des gens qui vont miser 50 € et ça va être énormément d'argent pour eux. Et donc finalement, on ne peut pas juste se fier au montant. Et donc c'est belle expérience. Ah oui, passionnant. Et vous pensez que, j'ai une question qui est peut-être indiscrète, mais je vous la pose quand même, la part du budget dont vous disposez pour gérer la relation client par rapport au budget global du PMU, c'est de quel ordre, quel pourcentage? En fait, c'est pas tellement comme ça que je le vois. C'est pas que je fuis la question, on est grosso modo, il y a 1400 personnes dans l'entreprise, il y en a une grosse soixantaine au service client en interne, 120 au total. Donc en termes de proportion dans l'entreprise, c'est pas si mal. Enfin, je trouve que c'est plutôt beaucoup. C'est souvent ça d'ailleurs, parce que c'est des populations importantes. Et ceci dit, c'est aujourd'hui finalement ce qui m'a le plus surprise en arrivant, c'est le peu de volume d'interaction par rapport au nombre total de clients, mais qui est lié beaucoup à ce qu'on disait tout à l'heure sur les points de vente, qui sont le premier service client du PMU. Mais on a plus de 6 millions de clients et on a 800 000 contacts, ce qui est tout petit finalement. Donc la question c'est plutôt, plus on va nourrir la relation,
plus on se met en risque budgétaire sur des volumes qui vont croître. Donc la question, c'est comment on sert la demande qu'on va nous-mêmes Mais d'où l'importance susciter, de ma question, qui est assez centrale. Elle paraît peut-être pas, mais souvent il y a des débats sur les budgets du service client. Beaucoup de gens, et en particulier les gens comme vous et moi peut-être, qui considèrent que c'est extrêmement important pour la pérennité des marques d'être au plus proche des envies et des attentes des consommateurs, des clients de la marque. Et pour autant, très souvent, un driver coût du service en question qui est assez destructeur de valeur par moment. Et quand on rapporte ça, le budget de ce service, par rapport au chiffre d'affaires de la marque, ou même à l'ensemble de ses coûts commerciaux, on s'aperçoit que la variation à plus ou moins 10% de ce budget est parfois un peu déraisonnable par rapport aux dégâts que ça pourrait causer. Oui, alors sur le chiffre d'affaires global, il y a 10 milliards d'euros au PMU, donc mon budget de toute façon est petit par rapport au chiffre d'affaires total. Donc vous pourriez le doubler sans difficulté. En fait, je crois que moi j'ai surtout la chance d'avoir un PDG qui est Philippe Germont, qui est archi convaincu de l'importance de ça. Je suis venue pour créer la direction, donc j'ai assez peu de pression budgétaire. Et le fait qu'on ait des volumes qui sont restreints fait qu'on n'ait pas un très gros budget. En revanche, je suis moi archi convaincue, et c'est tout mon travail aujourd'hui, de faire comprendre que la rentabilité du service client, elle n'est pas à l'intérieur du service client. Évidemment, on serre les boulons, enfin, il ne s'agit pas de ne pas piloter l'activité, et il faut que chacun trouve sa place et qu'on soit efficace opérationnellement, il n'y a pas de débat. Mais je suis vraiment totalement convaincue que le retour sur investissement du service client, il est dans, ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant de toute cette information que nous on détient, et finalement on va le trouver ailleurs. Mais là c'est un travail aussi chez moi de faire comprendre que comme on n'est pas un service réclamation en aval de la relation avec le client, mais qu'on est un maillon de l'expérience client, il faut qu'on soit capable de porter la voix du client en interne. Donc c'est aussi une façon d'historiser les interactions avec le client qui est différente, une capacité à expliquer, parce que c'est pas le tout de traiter une demande de client, il y a aussi un travail de porte-voix, de pédagogie, de bâton de pèlerin pour aller expliquer, ben voilà, le client n'est pas content à cause de ça. Et petit à petit, on va améliorer l'expérience globale. Peut-être qu'on va quand même augmenter les flux, mais au final, on va améliorer et on peut faire des gains financièrement importants ailleurs dans l'entreprise grâce au service client. Ne serait-ce que la différenciation par rapport à la compétition. Oui, alors ça, à l'évidence, et on le voit, alors après ça dépend des produits, sur la course hippique, on est clairement leader. Oui. Sur le poker, on est challenger, il y en a deux qui sont devant, et on a la prétention de se dire que typiquement sur ce genre d'offre, on peut faire la différence par la qualité du service, au-delà simplement effectivement du produit. Merci pour ce message, on va clore dessus, je trouve que c'est le beau message. Merci beaucoup. Merci à vous.